Le dérèglement climatique à Matam, plusieurs phénomènes plombent les activités économiques. La région est la grande victime des effets négatifs sur l'environnement. La psychose des inondations plane à la zone de captage à Yamegen, à la Sikapma et sur plusieurs sites à Dakar. Les populations expriment leur inquiétude. L'État veut limiter les dégâts. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est rendu sur plusieurs chantiers où des travaux sont en cours avant l'hivernage. Le Cayor, dans les eaux sénégalaises, le patrouilleur de haute mer de la Marine nationale a accosté à la base navale Amiral Faye Gassama. Ses capacités opérationnelles permettent de protéger les intérêts vitaux du Sénégal en mer. Une véritable sentinelle en outil dissuasif après le Niani et le Wallo. Ibrahima Noureddine Diagne est notre invité. Gagne 2000 fête 20 ans d'existence. Le guichet unique Orbus célèbre 2 décennies de performance pour dématérialiser les procédures douanières. Chants, danses, incantations, sacrifices pour implorer les génies protecteurs de la mer, soigner des personnes possédées par des esprits maléfiques. Le note en profondeur dans la rubrique culture de ce mercredi. Ce rituel lébou et sa dose de mysticisme s'invitent dans le 20h, cérémonie d'exorcisme à Barnier. Bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Nous commençons ce journal avec la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Aram Ndao, bonsoir. Bonsoir Ibrahima, bonsoir. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 5 juin 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État est revenu sur la journée nationale d'investissement humain sur toute l'étendue du territoire national autour du nouveau concept inclusif Setal Sunu Réew. Le président de la République a félicité le gouvernement, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, les populations, les élèves, les jeunes, les femmes, les autorités administratives, les élus et la communauté des acteurs du cadre de vie pour la mobilisation exceptionnelle et l'engagement remarquable noté partout lors de cette journée. Il a demandé au gouvernement et aux différentes parties prenantes de veiller à relever le défi de la pérennisation de la journée nationale de mobilisation citoyenne mensuelle qui doit occuper une place primordiale dans l'agenda institutionnel et social du Sénégal. Le chef de l'État a également saisi l'occasion pour magnifier la contribution des Sénégalaises et des Sénégalais, l'esprit de solidarité et l'engagement citoyen qui se sont manifestés lors de la journée nationale de lancement de Setal Sunu Réew. Il a insisté sur la nécessité de vivifier cet esprit de communion qui participe à la consolidation de la nation. Abordant la question de l'éducation nationale, le président de la République a relevé que le projet de transformation systémique du Sénégal passe par le renouveau et le repositionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société. Le chef de l'État a demandé l'évaluation du système éducatif dont les programmes sont en adéquation avec les réalités nationales, les enjeux du numérique et les besoins de l'économie nationale. À cela s'ajoute le phénomène de la déperdition scolaire, le manque d'infrastructures et le déficit d'enseignants face à des effectifs d'élèves sans cesse croissants. Le président de la République a appelé au renforcement du rôle et de la place de la faculté des sciences et techniques, de l'éducation et de la formation FASTEF, de l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, UFR SEFS, ainsi que des écoles nationales de formation d'instituteurs en vue de l'amélioration continue de la qualité des enseignements. Le chef de l'État a aussi souligné l'urgence d'évaluer et de restructurer, selon les orientations du projet, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation paquet, au regard de la nécessaire prise en compte des langues nationales, de la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire
et de l'intégration continue et pragmatique des DARA dans le système éducatif. Dans la même lancée, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'accorder une attention particulière au développement systémique du numérique à l'école, avec l'impératif d'accentuer la digitalisation intégrale du système éducatif, de planifier sur les 5 prochaines années des recrutements d'enseignants dans toutes les matières face aux besoins exprimés et aux postes budgétaires arbitrés. Une attention particulière également à l'éradication des abris provisoires et à la mise en œuvre avec les ministres concernés, Éducation nationale, formation professionnelle, urbanisme et collectivités territoriales, finances et budget, d'un programme concerté de réalisation d'infrastructures scolaires adaptées et d'amélioration de l'environnement pédagogique dans toutes les académies du pays. Le président de la République a également demandé au Premier ministre d'engager une réflexion sur le financement durable et soutenable du système éducatif avec l'implication des ministres concernés et de toute la communauté éducative. Le chef de l'État a aussi insisté sur l'urgence de réguler l'implantation, l'ouverture et le contrôle du fonctionnement des établissements scolaires privés qui exercent sur autorisation de l'État une mission de service public. Il a indiqué dans le même sens que les tarifications de la scolarité dans les établissements scolaires privés méritent une réglementation rigoureuse. Par ailleurs, le président de la République a invité le ministre de l'Éducation nationale à veiller à la bonne organisation du concours général. Évoquant la mise en œuvre de la nouvelle politique sportive du Sénégal, le chef de l'État a rappelé le rôle central que la jeunesse, frange importante de la population, doit jouer pour asseoir le développement du sport au Sénégal dans l'esprit d'une citoyenneté assumée. Il a dès lors demandé au gouvernement de prendre les mesures visant à renforcer la pratique du sport dans toutes les écoles et universités du Sénégal et à relancer les compétitions sportives scolaires et universitaires sur l'ensemble du territoire national. Dans la même foulée, le président de la République a indiqué la nécessité de redéfinir le cadre juridique global du sport au Sénégal. À ce titre, il a invité le ministre en charge des sports à évaluer, 40 ans après son entrée en vigueur, la loi numéro 84-59 du 23 mars 1984 portant charte du sport et a préparé un projet de loi consensuel codifiant le sport national dans toutes ses dimensions scolaires, universitaires, haute compétition, amateurs, formation, encadrement et financement. Le président de la République a demandé au Premier ministre de mettre en œuvre un cadre innovant et maîtrisé de financement des disciplines sportives et des hautes compétitions nationales et internationales. Par ailleurs, le chef de l'État a demandé au ministre en charge des sports de proposer avant fin juillet 2024, sous la supervision du Premier ministre, une nouvelle politique efficace et efficiente de construction, de réhabilitation, d'entretien et de gestion de toutes les infrastructures sportives du Sénégal. Le président de la République a en outre invité le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture à rénover le système de fonctionnement et de coordination des activités de vacances, les NAVETAN, en cohérence avec la politique de promotion d'une citoyenneté active et constructive. Il a aussi demandé au ministre en charge des Sports de prendre les dispositions appropriées en rapport avec le Comité national olympique et sportif sénégalais, CNOS, pour la bonne préparation de la participation du Sénégal aux Jeux olympiques Paris 2024. Enfin, le président de la République a demandé au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de rendre compte régulièrement du suivi de l'organisation au Sénégal des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans sa communication au Conseil, le Premier ministre a relevé la bonne dynamique
impulsée par la journée nationale du Seetal Sunu Réew en termes de mobilisation citoyenne, en rappelant la priorité à accorder au renouveau du service civique. À cet égard, il compte, en relation avec le gouvernement, mettre à profit les prochaines vacances scolaires pour ancrer cette dynamique par la mobilisation de volontaires, notamment dans la réhabilitation des écoles publiques, le reboisement et l'assainissement. Le Premier ministre a ensuite mis l'accent sur un ensemble d'initiatives à mettre en œuvre pour intégrer les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de propreté dans les politiques des départements ministériels, afin de conférer au Sénégal le label d'un pays propre. Dans ce cadre, il a souligné la nécessité d'ancrer cette exigence notamment dans les hôpitaux, centres et postes de santé, ainsi que dans les secteurs de l'éducation, du tourisme, de l'industrie, du commerce, de la restauration, du transport public et du secteur aéroportuaire. Le Premier ministre a par ailleurs attiré l'attention des ministres concernés sur la vigilance à observer pour éviter toute rupture d'approvisionnement en médicaments essentiels. Il a aussi appelé à prendre toutes les dispositions nécessaires pour régulariser la situation des élèves en classe d'examen ne disposant pas de papier d'état civil. Le Premier ministre a également évoqué la nécessité de résoudre la problématique de l'accès au logement dans les campus universitaires au regard du nombre important d'étudiants recourant à la location auprès de privés. Il a aussi relevé la priorité à accorder aux actions de réduction de la facture d'électricité des administrations publiques. Le Premier ministre a ensuite fait part des préparatifs de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale prévue au cours des prochaines semaines. Il a enfin rendu compte de l'état d'avancement des travaux de la commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime DPM dans la région de Dakar, dont le rapport sera remis au président de la République dans les délais impartis. Au titre des communications des ministres. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a fait une communication sur les perturbations notées dans le convoyage par la Compagnie nationale des pèlerins au lieu saint de l'islam. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait une communication sur la journée nationale Seetal Sunu Réew tenue le 1er juin 2024. Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a fait le bilan de la saison touristique 2023-2024 et des perspectives de relance du secteur du tourisme. À présent, les mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Matar Sen, titulaire d'un Master 2 en gestion des ressources humaines, est nommé délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale en remplacement de Madame Aminata Sow. Madame Amsatou Sow Sidibé, professeur agrégé des facultés de droit de classe exceptionnelle, est nommé président du Comité sénégalais des droits de l'homme en remplacement de Maître Pape Sen. Monsieur Papa Toby Gaye, ingénieur électronicien, précédemment secrétaire général de la Société nationale d'électricité Sénélec SA, est nommé directeur général de la Société nationale d'électricité Sénélec SA en remplacement de monsieur Papa Mademba Bitey. Monsieur Alun Gueye, expert comptable, est nommé directeur général de la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen Holding SA, en remplacement de M. Adama Diallo. M. Mohamedou Diop, ingénieur polytechnicien des ponts et chaussées, est nommé directeur général de la Société des pétroles du Sénégal, Petrosen Trading and Services SA, en remplacement de M. Elhaj Manar Sall.
Monsieur Jean-Michel Sen, ingénieur électronicien et énergéticien spécialisé en instrumentation nucléaire, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER, en remplacement de Monsieur Baba Diallo. Madame Mam Koumba Ndiaye, ingénieure statisticienne et économiste de l'énergie, est nommée directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise d'énergie, AME, en remplacement de Monsieur Sayer Diop. Monsieur Mor Bakhoum, maître de conférence assimilé en droit de la concurrence, est nommé secrétaire technique du Conseil national de suivi du contenu local au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Amadou Gueye, ingénieur automobile, est nommé directeur général de l'Agence de promotion des sites industriels, APROSI, en remplacement de Monsieur Mohamed Ba. Madame Aïssatou Diallo, ingénieure agro-industrielle, est nommée coordonnateur du Programme national de développement des agropoles du Sénégal, en remplacement de Monsieur Djili Lo. Monsieur Justin Correa, titulaire d'un Master 2 en comptabilité et finance, est nommé directeur du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES, en remplacement de Monsieur Salihou Keïta. Madame Rougui Aladji Sow, titulaire d'un Master en audit et contrôle de gestion, est nommé coordonnateur national du programme de modernisation et de gestion des marchés Promogem, en remplacement de Madame Yaï Fatou Diagne. Monsieur Sambou Biagui, titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en communication événementielle et planification stratégique, est nommé directeur général de la Maison de la Presse, Babacar Touré, en remplacement de Monsieur Bara Ndiaye. Madame Ndaifatou Ndiaye, ingénieure en électronique et en système de communication, est nommée coordonnateur de l'unité de coordination et de gestion du Fonds de développement du service universel des télécommunications, FD Sud, en remplacement de Monsieur Modou Mamoun Ngom. Monsieur Aliou Fall, titulaire d'un diplôme d'études approfondies en lettres modernes, est nommé directeur de l'alphabétisation et des langues nationales, en remplacement de Madame Ndeye Nam Diouf. Monsieur Abdoulaye Ndiaye, docteur en droit, juriste conseil spécialisé en passation des marchés, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Aboubakri Bokoum, inspecteur du Trésor, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Monsieur Al-Hassan Diop, économiste spécialiste en gestion des entreprises et de projets, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. C'était donc, là, mesdames et messieurs, la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Aram Ndao. Aujourd'hui, j'ai planté un arbre en symbole d'espoir pour notre avenir commun. La Journée mondiale de l'environnement rappelle l'importance de la restauration des terres et de la lutte contre la désertification. Protégeons notre terre pour que nos enfants et les générations, futures, a écrit le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans un tweet. Ce 5 juin est donc célébrée la Journée mondiale de l'environnement. Le président de la République a planté ce matin un corosolier dans les jardins du Palais de la République, un acte symbolique certes, mais qui invite à une large campagne de reboisement sur toute l'étendue du territoire pour faire face aux défis climatiques. Aboubakri Kane. Un acte symbolique dans les jardins du Palais, en ce 5 juin qui célèbre la Journée mondiale de l'environnement. La plantation de ce corosolier, de son nom scientifique Annona muricata, est une action en faveur de l'environnement pour une dynamique responsable et écologique qui va rester dans l'histoire du Palais de la République. C'est l'un des actes certainement qui va marquer personnellement mon passage ici.
C'est un exercice que j'aime particulièrement et auquel j'invite les populations sénégalaises à souscrire massivement. Les défis environnementaux que nous avons aujourd'hui nous commandent à une réaction vigoureuse, communautaire et permanente pour renverser la situation. On parle beaucoup de changement climatique. Je pense que c'est parce qu'il y a aussi une dégradation de l'environnement qui n'est pas simplement le fait de la pollution, mais aussi de la disparition du couvert végétal, particulièrement les arbres et les forêts qui disparaissent au profit des exploitations de toutes sortes, mais aussi de l'habitat. L'acte vise également à sensibiliser les Sénégalais sur les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. Le chef de l'État invite à une prise d'initiative pour répondre aux défis urgents relatifs au changement climatique. Cet acte symbolique est aussi un appel à une vaste campagne de reboisement, particulièrement pendant l'hivernage. Dans certaines zones, ça s'est déjà installé. Mais je crois qu'il y a une journée de l'arbre qui arrive bientôt au mois d'août. Cette journée-là doit être véritablement marquée par un engouement populaire autour du reboisement. Et nous invitons toutes les populations, toutes les communautés à se préparer à cette journée et à pérenniser aussi dans le comportement citoyen de tous les jours la plantation des arbres dans leur environnement immédiat et dans le cadre des actions communes dans des zones qui sont identifiées. Une campagne de sensibilisation et d'action sur l'écologie et la restauration de notre couvert végétal. C'est à ce prix seulement qu'on réussira à rendre notre environnement beaucoup plus agréable et à lutter de façon plus efficace contre les changements climatiques qui nous affectent tous d'une façon ou d'une autre et dont les conséquences à moyen ou long terme ne sont pas pour le moment calculables, mais on en ressent déjà les effets drastiques à travers l'avancée de la mer et la compromission de beaucoup d'activités génératrices de revenus. L'édition 2024 de la JME porte sur la restauration des terres, la désertification et la résistance à la sécheresse sous le slogan « Nos terres, notre avenir ». Une trentaine d'espèces d'arbres, dont notamment plus de 50 baobabs qui se trouvent au stade Iba Mar Diop de Dakar, vont être déracinés et replantés sur différents sites, dont le pont de l'émergence. Les opérations ont débuté ce mercredi dans le cadre de la Journée internationale de l'environnement. l'Ageroute, initiatrice, accorde du respect à l'environnement en prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 à Dakar. Amadou Diallo. Délicate opération de déracinement de baobab, supervisée par les agents des eaux et forêts, ici au stade Iba Mar Diop. Ageroute sort ainsi les gros moyens. Ces arbres emblématiques vont être replantés au niveau du pont de l'émergence à Dakar. Ce que Ageroute est en train de faire est à saluer, mais également c'est à dupliquer par les autres entreprises qui mettent en place des infrastructures. Parce que nous avons souvent le cœur meurtri quand on voit un arbre abattu. Et donc, ce que Ageroute est en train de faire, ça permet d'allonger la durée de vie de ces arbres qui seront déterrés ici et plantés ailleurs. Surtout que ça se fait le 5 juin, où la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'environnement, qui a pour thème cette année la restauration des terres et la résilience des communautés. Plus de 50 baobabs, des palmiers et d'autres espèces d'arbres vont ainsi être déterrés, ce qui va participer à diminuer le rythme de dégradation du couvert végétal au niveau de Dakar. Une manière de sauvegarder l'environnement. La responsabilité commence par le devoir de sauvegarder notre environnement. Ageroute l'a si bien compris. Dans cet important volet du programme Géologie 2026, au lieu d'abattre les espèces qui sont au niveau du site, Ageroute a choisi de se faire accompagner par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, plus précisément par la direction des eaux, forêts, chasse et conservation des sols, pour transférer donc ces espèces du site vers un autre site, essayer de les sauver au lieu de les éliminer. Ageroute, fidèle à sa démarche éco-responsable, met tout en œuvre pour allier construction, réhabilitation d'infrastructures et respect de l'environnement. Et ceci n'est qu'un volet du programme global
de réhabilitation des infrastructures, parce qu'au-delà de cette première étape, il y a tout un ensemble d'aménagements paysagers qui est intégré dans le projet. Et ceci, au fur et à mesure que le projet va se dérouler, vous aurez la chance de pouvoir venir voir tout ce qui est projeté par le projet en termes d'aménagement. Et ceci, nous le ferons en rapport avec nos partenaires des eaux et forêts pour pouvoir bénéficier de leur expertise et de leur accompagnement. Toutes les mesures idoines sont prises par AGEROUTE pour que les 30 espèces d'arbres du stade Iba Mar Diop soient déplacées, conditionnées et replantées dans différents sites de Dakar. Encore là que l'université El Hadj Ibrahima Niasse a célébré la journée mondiale de l'environnement par la tenue d'un climaton afin de proposer des solutions innovantes pour le climat en Afrique de l'Ouest. 12 pays ont pris part aux activités. Les étudiants ont présenté des projets innovants pour réduire les impacts des changements climatiques sur la vie des populations. Claire Diop. C'est par des représentations et plaidoyers que les problématiques liées au changement climatique et leur impact ont été abordées sur la scène des étudiants des universités de Kaolack, de Ziguinchor, de Dakar, du Cap-Vert, ISEP et autres instituts de formation. Ce climaton est organisé dans le but de challenger l'intelligence collective sur les questions environnementales afin de favoriser l'émergence d'innovations dimensionnées pour répondre aux enjeux climatiques spécifiques à chaque collectivité territoriale. On se félicite justement de cette initiative qui montre l'aspect de co-construction, mais la coopération internationale qui doit se mettre en place pour pouvoir trouver des solutions. Mais surtout que ça s'adresse à des jeunes qui pensent à leur avenir et qui devraient pouvoir trouver donc des solutions qui correspondent à leur avenir. Voilà en fait l'idée de cette compétition, et les solutions pourront être mises en place par des collectivités territoriales et donc qui peuvent impacter positivement. Les participants sont des porteurs de projets universitaires, partenaires au développement, collectivités territoriales. L'idée est de faire l'état des lieux du terrain, sensibiliser sur les changements climatiques, renforcer les écosystèmes locaux, proposer des solutions pour une lutte efficace contre les changements climatiques à la base. Ce sont des idées qui ont trait à la lutte contre la désertification et la sécheresse. C'était donc des points qui ont été retenus, mais également la lutte contre les inondations. Et autre point qui est très important aussi, c'était les migrations. Parce qu'on entend parler de migration, mais il y a des migrations que l'on appelle des migrations climatiques et qui sont liées en rapport avec les changements climatiques et qui occasionnent des migrations, mais également la lutte contre la biodiversité, donc pour l'amélioration de la biodiversité. Les équipes feront tout à l'heure face à un jury et effectivement il y a des prix qui sont retenus. On a prévu de récompenser les 3 premières équipes. Et effectivement, il y a des critères d'évaluation sur lesquels elles ont été édifiées. Le jury a travaillé avec les coachs hier, avec toutes les équipes sur cela. Donc nous allons probablement tout à l'heure aller vers une belle fête en tout cas de propositions de solutions que nous estimons être des positions tout à fait indiquées, adéquates. 12 pays africains ont participé au projet pour 77 candidatures. Après sélection, seules 10 équipes sont retenues dans une dynamique de co-construction de nouvelles stratégies d'adaptation au changement climatique. Des pistes sont dégagées pour renforcer la résilience des populations, aussi aider à la prise de décisions. Ce climaton, la touche scientifique apportée par l'université El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Voyons à présent les conséquences du dérèglement climatique à Matam. La région est frappée de plein fouet par le phénomène. Les tempêtes de sable, la baisse de la pluviométrie et les rendements agricoles, la dégradation des terres, les fortes températures, ce sont entre autres les problèmes qui malmènent cette partie du nord du Sénégal. Pour inverser la tendance, les acteurs listent les solutions, la maîtrise de l'eau, le développement du système solaire, la lutte contre le déboisement, le financement de projets de résilience. Matam, la grande victime du dérèglement climatique, c'est notre sujet grand format de ce soir. Ibrahima Pabidiodou nous fait la photographie. Sur l'ampleur du phénomène de la désertification. En Afrique, Matam est sans doute l'une des régions les plus touchées par le dérèglement climatique.
Le phénomène se manifeste par l'irrégularité des pluies, la hausse des températures avec leur lot de désagréments. Une baisse donc des rendements, particulièrement le riz qui est cultivé ici. Et selon les prévisions climatiques, une augmentation de la température de 40 degrés Celsius pourrait entraîner une perte de rendement de 40%. Donc c'est important. Donc on a aussi sur le plan de la santé la recrudescence de maladies climato-sensibles, la recrudescence aussi des zoonoses ici à Matam. Et aussi on a la recrudescence de phénomènes climatiques extrêmes comme les tempêtes de sable que vous connaissez à Matam, qui aussi sur le plan sanitaire donc entraînent des pathologies surtout chez les enfants avec des infections respiratoires aiguës. Donc on a d'autres aussi problèmes environnementaux qui sont toujours liés au changement climatique. C'est le cas des inondations, c'est le cas des feux de brousse, c'est le cas de l'érosion des berges du fleuve. Cette situation inconfortable a également favorisé certaines pressions sur les ressources naturelles. La région fait face à plusieurs défis pour inverser la tendance. La région sur le plan environnemental, il y a d'abord lutter contre les feux de brousse. La région de Matam constitue l'épicentre des feux. Chaque année, nous perdons des hectares de tapis herbacés. Il est important pour nous de mettre en place un bon système de lutte qui va nous permettre, à défaut d'éradiquer, d'atténuer les feux de brousse. Donc vraiment qui ravagent nos écosystèmes et impactent négativement sur le développement de l'élevage. Avec la pression anthropique sur les ressources naturelles, on note aujourd'hui au moins une dégradation des sols. La maîtrise de l'eau et de l'énergie demeurent aussi des préoccupations majeures. Le premier défi, c'est la maîtrise, pour Matam, c'est la maîtrise de l'eau. C'est important. On a le fleuve qui est à côté, mais à 100 km, les gens ont besoin d'eau. Également, la maîtrise de l'énergie. On a un bon taux d'ensoleillement à Matam, mais qui n'est pas suffisamment utilisé donc dans les secteurs de production. Donc c'est important donc, de mettre en place des projets qui intègrent la solarisation des ouvrages pour un peu booster la production à Matam. Sur la préservation des écosystèmes, plusieurs efforts sont pourtant consentis par l'État, mais les attentes sont toujours nombreuses. En région de Matam, le taux de classement est de 53% au niveau régional. Nous avons 14 massifs classés. Nous avons 7 forêts classées, 2 réserves de faune et 5 réserves sylvopastorales. Dans ce contexte de Journée mondiale de l'environnement, les acteurs ont saisi l'occasion pour faire un diagnostic global de la situation de vulnérabilité de la région. L'engagement de tous les acteurs est toujours sollicité. Idem pour la communauté internationale. La région attend toujours une justice environnementale à la hauteur du préjudice subi. Hivernage 2024, on ne peut pas garantir qu'il n'y aura pas d'inondation, mais l'État fera tout le nécessaire pour que tous les ouvrages d'évacuation et des drainages des eaux de pluie fonctionnent normalement. Propos du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cheikh Tidiane Dièye a visité des sites où les populations ont exprimé leur inquiétude et alerté sur les conditions dans ces zones inondables. C'est tout un autre tableau que nous dresse Abibou Mbaye. Les inondations, un fléau à prendre comme un taureau par les cornes. Dans un décor insalubre et invivable où éleveurs, animaux et populations cohabitent. Et pour accéder sur le site de Thiaroye, même le ministre a emprunté ce pont de fortune. Certes, il n'y a pas encore de pluie à Dakar, mais les canalisations refusent déjà les eaux. Il y a raison de s'inquiéter. Nous sommes actuellement dans des situations un peu compliquées par rapport dans le canal qui vient de l'hôpital, passant pour le bassin de Guinaouraï. Donc on a discuté, on l'a montré aussi au ministre, il faut qu'il prenne le problème au sérieux, parce que si on ne l'a pas fait le plus rapidement, ça va poser problème aux populations. Sur le point de Thiaroye-Gare, aux côtés du Darel. Parce que si on ne le fait pas le plus rapidement, si ça pleut aujourd'hui, ça va poser beaucoup de problèmes à la population. Des problèmes prévisibles et même les travaux routiers à côté risquent de bloquer le passage des eaux. Après la zone de captage, d'autres sites réputés des zones d'inondation sont visités. Réceptacles naturels des eaux de pluie. Et les populations trouvées sur place expriment leur inquiétude. Waaw, ñun nak ñu ngi dund problème boo xamante ne si depuis 2005 mën naa ne ñu ngi koy dund.
Nous vivons une situation difficile depuis 2005 et nous profitons de la visite du ministre pour lui exprimer notre désarroi. De 2005 à 2024, les habitants de plus de 100 maisons ont les pieds dans l'eau. L'année dernière, grâce au maire, nous avions une motopompe pour évacuer les eaux. Nous voulons une solution définitive. Moment bi itam bi nii yegg nañ ci su tawee plus de 100 et quelques kër yoo xamante ni si wallahi al-azim ci ndox mi la ñuy nekk. Et pourtant, sur ce site, les engins sont à pied d'œuvre pour anticiper sur les inondations. Diamaguène Sicap Mbao, des bassins en curage qui ont englouti des tonnes d'immondices. Leur efficacité va se mesurer dès les premières pluies. Pendant ce temps, le vieux Mbaye Diagne habite en face du bassin de l'unité 16 des parcelles assainies de Keur Massar. Et il prévient. Ce qui est sûr, moi, madame bassin bi dina am problème parce que suuf si ak ndox mi yëpp dinañu ñëw feesaat fa léegi après la ñuy doog a jóg. Les travaux autour du bassin ne sont pas réalisés. Ce qui est sûr, c'est que les pluies vont drainer tout le sable à l'intérieur de l'ouvrage, ce qui va le remplir et nous causer des problèmes. Il y a un deuxième bassin à faire et jusque-là non réalisé. Et le danger plane sur le quartier. Def nañu maanaam liggéey am na ay bassin yoo xam ne laalaguñ ko dañoo gas rek bàyyi ko noonu muy créer ay danger ci quartier bi. Les entreprises sur les différents sites sont en train d'accélérer le rythme des travaux. Et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a constaté leur état d'avancement. Nous espérons qu'avec tout ce travail qui est en train d'être fait, nous arriverons à soulager assez considérablement ce qui pourrait arriver, Inch'Allah, si l'hivernage arrive pluvieux comme on l'attend. Nous ne pouvons pas le dire, le président l'a dit, le Premier ministre l'a répété, et je le dis inlassablement, on ne peut pas garantir qu'il n'y en aura pas d'inondation. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est que tout ce qui peut être fait avant les inondations, avant l'arrivée de l'hivernage, est en train d'être fait. Dans 2 semaines, je ferai encore le tour de tous les sites, tous les lieux que j'ai visités pour refaire un autre état des lieux, pour m'assurer que le travail est en train d'être déployé dans la cadence que j'ai indiquée, pour nous assurer qu'on ne laissera rien de côté. On ne veut pas faire d'erreur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait à temps. Maintenant, il est évident que si nous arrivons avec l'aide de Dieu à passer l'hivernage, et je dis au peuple sénégalais qu'une fois que l'hivernage arrivera, si des inondations à Dieu ne plaise, si elles avaient aussi lieu, nous serions encore sur le terrain avec les populations, la main dans la main pour continuer à travailler et aider à soulager. Mais c'est après, bien entendu, que toutes les politiques sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions structurelles et durables, qu'elles seront déployées. Nous y travaillons en parallèle à tout ce que nous faisons en ce moment et nous avons bon espoir que, Inch'Allah, le phénomène des inondations sera maîtrisé dans les années à venir avec les nouvelles politiques que nous mettrons en place. Zone de captage, Thiaroye, Keur Massar, Diamaguène Sicap Mbao, la sortie 10 de l'autoroute à péage, où l'armée est en train de réaliser un bassin. À Niag, Keur Massar Sud, Nord, entre autres zones. Des sites réputés inondables, une préoccupation des autorités, calvaire des populations qui n'a que trop duré. Et l'opération Royal Navette qui est lancée, les départements de Guédiawaye, Pikine et Keur Massar unissent leurs forces pour zéro inondation. Un défi majeur, une approche communautaire avec les populations qui seront au cœur de la lutte a été justement proposée. Kaltom Gay. Les eaux des pluies de l'année dernière font toujours partie du décor dans certains quartiers de la banlieue. Pour éviter qu'une telle situation se reproduise, une campagne pré-hivernage pour des solutions efficaces et durables est initiée. Royal Navette avait comme innovation l'approche communautaire. Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement seul ne peut pas le résoudre. Le ministère de l'Urbanisme ou le ministère de l'Environnement ou n'importe quel autre ministère ne peut seul y venir à bout de ce phénomène. Il faut une mutualisation de nos efforts. Il faut une coordination. Il faut des synergies autour de ce phénomène, mais en particulier et plus important encore, il faut une implication forte de toutes les communautés. Et c'est pour cette raison que je voudrais me féliciter très fortement de la présence ici des leaders, des autorités religieuses. Je vois les imams, je vois les représentants de l'Église, je vois les Badianougokh, les associations de quartier, les ASC,
les jeunes, les volontaires, les plateformes contre les inondations, avec leurs partenaires qui les appuient, c'est ça la solution à la question des inondations. Nous allons ensemble identifier les points noirs dans les communes, ensemble identifier quelles sont les technologies à appliquer les plus à portée des populations, mais les plus pertinentes pour pouvoir prévenir les inondations dans les quartiers. Engager les populations à prendre elles-mêmes ces actions et évidemment quand les moyens qui sont requis dépassent les capacités de population, nous-mêmes on a se venir avec les moyens lourds nécessaires pour aider les populations dans leur stratégie de prévention des inondations. Pour renforcer cette stratégie, la brigade d'intervention rapide d'assainissement BIRA est née. Ils vont être proches des communautés, donc qui vont diriger techniquement le travail des collectivités locales, des associations dans le quartier, mais également lors des inondations, donc ils vont être dotés de motopompes pour pouvoir soulager les populations donc confrontées aux défis des inondations, mais qui vont également surveiller les grands points de pompage, parce que nous avons eu des cas d'électrocution avec des jeunes qui manipulaient ces appareils sans avoir la formation requise. Donc ce sont aussi ces accidents que nous voulons prévenir à travers les BIRA, qui seront des instruments d'intervention rapide mais d'intervention de proximité auprès des populations pour les accompagner dans leur stratégie de prévention et de lutte contre les inondations. La réussite de la lutte contre les inondations demande des moyens consistants. Le Sénégal est déjà dans la mobilisation des fonds. L'État du Sénégal vient de mobiliser un financement de 142 milliards, dont la vocation première sera de réaliser tout ce qui est réseau eau usée dans les départements de Pikine et de Keur Massar. Plus précisément au niveau des communes de Thiaroye-Kao, de Wakhinane Nimzatt, de Sam Notaire, de Yeumbeul Sud, Yeumbeul Nord, mais également dans une bonne partie du département de la commune de Keur Massar Nord. Donc c'est un financement initial de 142 milliards qui, une fois réalisé au bout de 2 ans, nous permettra de pouvoir lever le financement complémentaire de 63 milliards. Et à terme, dans les 3 à 4 ans, tout le département de Keur Massar sera intégralement à l'égout. L'Office national pour l'assainissement du Sénégal, à travers ses projets, s'engage dans des travaux d'anticipation de grande envergure, tout pour un hivernage sans inondation. Le Cayor, 3e patrouilleur de la Marine nationale, est arrivé à la base navale Amiral Faye Gassama, son port d'attache. Il vient compléter la série de 3 patrouilleurs acquis par le Sénégal. Doté d'équipements et de technologies modernes, il va rejoindre les eaux sénégalaises au même titre que ses sister ships, le Wallo et le Niani. Neikum Mania était à l'accueil du navire. À l'accueil du patrouilleur Cayor, l'état-major de la Marine nationale, à sa tête le contre-amiral Abdou Sène. Cet OPV vient ainsi compléter la série des patrouilleurs acquis par la Marine nationale. Sa longueur est de 62,82 mètres, sa largeur 9,5 mètres. À plein charge, son déplacement est de 735 tonnes. Son autonomie est de 25 jours pour 40 personnes en mer. Sa distance franchissable est de 10 000 nautiques, soit 22 000 km. Tout comme ses prédécesseurs, le Cayor est doté d'un système d'armement sophistiqué. Il comprend des canons d'artillerie légère et lourde, des missiles, des moyens de détection et de communication à la pointe de la technologie. Avec ses armes à bord, sa capacité de frappe est redoutable. Cette capacité de frappe au combat du patrouilleur Cayor, conjuguée à la volonté de l'équipage, qui s'inspire de nos vaillants résistants, fait que tout agresseur venant de la mer est obligé de prendre en compte. C'est un véritable outil dissuasif. Le patrouilleur Le Cayor va bientôt retrouver les eaux territoriales du Sénégal afin de remplir les missions assignées à la Marine nationale, le bras armé de l'État en mer. Il effectuera des missions de défense militaire et des missions d'action de l'État en mer, notamment
la protection des ressources halieutiques et la sécurisation des installations de pétrole et de gaz. En bref, le patrouilleur Kayor est une véritable sentinelle à la mer qui permettra de garantir et de protéger les intérêts vitaux du Sénégal. Il sera donc en mer pour la patrie. Wallo, Niani, Kayor, 3 OPV dont la construction a été faite en présence d'officiers de la Marine nationale. L'objectif est de développer une expertise nationale capable de prendre en charge l'entretien et la maintenance de ces équipements très modernes. Les OPV sont des navires qui sont de la dernière génération, qui respectent toutes les nouvelles normes de construction. Les navires aussi ont été livrés avec des lots de pièces de rechange pour accompagner la disponibilité dans la phase exploitation par la partie sénégalaise. Les équipages ont suivi différentes formations, donc ils ont gagné en capacité, ce qui permet d'assurer la mise en œuvre, l'entretien et la maintenance des navires durant leur exploitation ici au Sénégal. Avec ces 3 patrouilleurs, la Marine nationale vient ainsi augmenter sa vitesse de croisière dans son processus de montée en puissance. Des équipements qui permettent désormais à la Marine de jouer pleinement son rôle, mais surtout d'affirmer son leadership au niveau régional. Avec le dialogue national, c'est l'ensemble du secteur de la justice qui a fait l'objet d'un diagnostic en profondeur. En attendant de remettre les conclusions au chef de l'État, le professeur Jean-Louis Correa revient sur le caractère inclusif des débats et les résultats attendus. Il est l'invité du magazine Le Point ce soir. Ces assises ont permis justement de mettre l'accent sur les différents mots de la justice sénégalaise, parce que du point de vue de la composition de ces assises, notamment toutes les personnes qui étaient invitées à ces assises, la méthodologie qui a été utilisée, cela a permis pendant une semaine, après le lancement par Monsieur le Président de la République le mardi 28 mai, de revenir sur toutes les difficultés qui ont été notées toutes ces dernières années relativement à comment le service public de la justice dans notre pays fonctionne. Ça fonctionne. Des rapports, pré-rapports ont été produits avec des recommandations. Que pouvez-vous dire en termes de bilan? On entend le ministre dire que ces recommandations seront diligentées avec rigueur, mais du point de vue du bilan, vous avez le sentiment que c'est un bilan satisfaisant, tout ce qui a été fait jusqu'à... Ce que je peux dire, c'est que nous avons, avec cette méthodologie que nous avons mise en œuvre, d'abord commencé par mettre en place une plateforme. C'est la plateforme Jubanti. Et cette plateforme-là a été visitée par un peu moins de 40 000 personnes. Ah oui, hein? Oui, un peu moins de 6 000 personnes ont fait des commentaires sur le fonctionnement de la justice. Donc, cela, nous l'avons recueilli. Nous avons également recueilli l'avis des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont contribué de diverses manières à cette réflexion. Nous avons fait le recueil de cela. Nous avons traité également toutes ces questions. En plus de ça, durant ces assises, nous étions divisés en 2 groupes, en 2 commissions. Une première commission réforme, qui a rendu ses conclusions, et une commission également modernisation. Mais il faut savoir que les commissions étaient également subdivisées en des sous-commissions. Et pendant une semaine, nous avons réfléchi sur quelles étaient les réformes que l'on devait apporter au fonctionnement de la justice, sachant qu'on peut réformer sans moderniser, d'où la pertinence de la commission modernisation, qui, elle, va entrer justement dans les ruptures. Le point sur les conclusions du dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice avec le professeur Jean-Louis Correa, membre de la commission scientifique. Il est vice-recteur de l'université numérique Cheikh Ahmedou Kane. À suivre après le journal. 450 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Sénégal a récolté lors de l'émission des Eurobonds. Ce mardi, une opération qui place le Sénégal comme 4e pays en Afrique subsaharienne à avoir bénéficié de ces fonds en 2024. Aminata Bengfal. Le Sénégal a conclu ce mardi avec succès une émission d'eurobonds d'un montant de 750 millions de dollars, soit près de 450 milliards de francs CFA selon la plateforme d'information financière Bloomberg.
Les eurobonds émis par le Sénégal arrivent à échéance en 2031 avec un taux de 7,75%. Avec cette opération, le Sénégal devient le 4e pays d'Afrique subsaharienne à accéder au marché des eurobonds cette année, après le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Kenya. Pour rappel, la dernière émission obligataire internationale du pays remonte à 2021. Le Sénégal avait mobilisé 775 millions d'euros, soit 508 milliards de francs CFA, avec un taux d'intérêt de 5,375% sur une maturité finale de 16 ans. L'émission récente des eurobonds reflète la confiance renouvelée des investisseurs internationaux et renforce ainsi la position du Sénégal sur les marchés financiers mondiaux. Le Sénégal qui obtient 450 milliards aux eurobonds alors que Gaïndé 2000, pionnier de la dématérialisation en Afrique, célèbre ses 20 ans, les 20 ans du guichet unique, avec des formalités au niveau du commerce extérieur. Orbus, lancé le 2 juin 2004. Orbus a parcouru un long chemin d'innovation. Nous voyons tout cela dans ce reportage de Lamine Fall et Ousmane Noya. Orbus, c'est la contraction de hors de ordinateur et bus de transport. Célébration des 20 ans de Orbus, guichet unique de dématérialisation de formalités du commerce extérieur. Orbus, c'est ce système de transport des données numériques pour l'efficacité du commerce extérieur sénégalais. Orbus fête ses 20 ans et a été lancé en 2004 dans un contexte marqué par un faible accès à l'Internet. La plateforme numérique a su s'imposer au fil du temps pour simplifier et digitaliser les transactions douanières. Lorsque nous mettions en place le guichet unique en 2004, avant son avènement, il fallait à peu près 8 jours à l'importateur pour aller collecter tous les documents. L'administration des douanes entend inscrire son futur dans le numérique et continue de relever les défis avec un sens du progrès porté par Gaïndé 2000. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui est complètement digitalisée. Nous avons aussi la possibilité de collecter électroniquement tous les documents de dédouanement, de le router dans le système Gaïndé, d'avoir aussi un dédouanement zéro papier, de limiter aussi les déplacements physiques au niveau des unités de dédouanement à leur plus simple expression. Les performances imputables à Orbus au guichet unique électronique qui garantit qualité et sécurité des données. Gaïndé 2000 a su convaincre au fil du temps les acteurs portuaires pour une collaboration digitale profitable à tout l'écosystème. Orbus, c'est aussi un parcours de 20 ans, fait d'expérience, de réalisation, mais aussi de reconnaissance. Les gens devant leur pupitre peuvent envoyer des documents, avoir le bon sans pour autant bouger d'Ayota. Le Sénégal peut aussi être fier d'être le 4e pays au monde à avoir mis une telle infrastructure et que cette infrastructure soit encore là 20 ans après avec des perspectives. En termes de perspective, Gaïndé 2000 a lancé la plateforme Orbus Infinity afin de dématérialiser complètement la procédure d'enlèvement des conteneurs. Cette célébration va au-delà de la symbolique et un moment d'hommage à des agents dévoués pour leur contribution à la construction, au développement de Orbus. Orbus, un élan vers l'avenir. Ibrahima Noureddine Diagne est l'invité du 20h, directeur général de Gaïndé 2000. Ibrahima, bonsoir, merci de nous rejoindre. Alors, on va commencer justement par les perspectives. Absolument. Après 20 ans, qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochaines années pour que la dématérialisation des procédures douanières soit élargie au plus haut niveau et dans tout le Sénégal? Merci de l'invitation d'abord. Et la question des perspectives est une bonne entrée en matière. Vous savez qu'aujourd'hui, les technologies connaissent des évolutions et que nous devrons forcément aller vers ces évolutions technologiques, notamment avec l'intelligence artificielle. Sur le plan fonctionnel, l'application qui a été développée maintenant depuis plus de 20 ans, parce qu'elle est opérationnelle depuis 20 ans, mais elle a été développée depuis bientôt 25 ans, doit avoir une couverture fonctionnelle encore beaucoup plus large. Vous savez que le port de Dakar est un port en compétition avec les autres ports de la sous-région et que les systèmes d'information sont des éléments qui permettent d'accélérer la rotation et donc de renforcer la capacité des opérations portuaires. Au niveau de l'administration des douanes, ce même mouvement a été entrepris antérieurement d'ailleurs et les perspectives entre le guichet unique
et le système informatique douanier sont tout à fait convergentes et à la faveur du renforcement de la compétitivité, de l'efficacité de la place portuaire de Dakar. Il va investir davantage dans les moyens dont vous disposez. Est-ce que c'est à la hauteur des ambitions du Sénégal en la matière? Oui, j'allais même dire qu'aujourd'hui, la technologie est en avance sur les usages. Nous avons encore des modes de fonctionnement qui sont assez conservateurs, alors que nous avons des possibilités technologiques qui vont au-delà de cela. Un simple exemple, aujourd'hui, faire fonctionner un port 24 heures sur 24, sur le plan informatique, c'est déjà en place. Mais sur le plan organisationnel, ça demande beaucoup d'autres ajustements. Donc c'est dire que le défi aujourd'hui n'est pas dans les systèmes, il est dans la manière d'adapter les organisations pour justement avoir cette efficacité grâce aux outils qui sont mis en place. Alors, 20 ans, ces 2 décennies, quels sont réellement les impacts de votre activité sur l'économie sénégalaise globalement? Alors, déjà, il y a une manière de mesurer l'impact sur l'économie en se disant que chaque jour a un coût. C'est le coût de l'argent, en fait, en prenant le taux d'intérêt des banques, et de se dire combien de jours on a pu faire économiser aux acteurs économiques sénégalais. Avant l'avènement du guichet unique, il fallait 8 à 10 jours avec des déplacements d'une administration à l'autre pour accomplir des formalités qui aujourd'hui se font en une demi-journée. Je ne parle pas d'une formalité, je parle des formalités. Donc l'ensemble des formalités nécessaires auprès des douanements se font en une demi-journée. Et parfois, il y a des exemples qui sont encore plus parlants. Si je me focalise sur les formalités de la réglementation de change, avant, dans une banque, il fallait au minimum 2 jours pour les accomplir. Et aujourd'hui, les banques arrivent à le faire en moins d'1 minute sur la plateforme. Donc, c'est dire que quand on rentre dans certains domaines, on voit que le gain est tout à fait appréciable. Et c'est vraiment ça notre feuille de route pour aller toujours dans le sens d'une performance accrue. Alors, comment consolider les acquis après 20 ans d'existence? L'avantage, c'est que nous avons des générations qui sont nativement digitales. Donc aujourd'hui, si c'est ces générations qui demain doivent s'approprier ces outils, la question ne sera pas où est-ce que je dois laisser mon papier pour aller vers le digital, parce que le papier n'existe déjà pas au niveau de ces générations. Notre défi est donc de faire des anticipations. Et ces anticipations, elles touchent non seulement à la technologie, parce qu'elle évolue, mais elle doit aussi toucher à rendre compétitif notre économie. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre le digital au cœur de toutes les actions de l'économie. Il s'agit de positionner le digital comme un accélérateur de croissance et un outil qui renforce la compétitivité. Nous sommes dans un monde où la compétition, à la fois au niveau portuaire, au niveau industriel, avec le contexte de la zone continentale de libre-échange, nous n'avons pas le droit de ne pas voir devant, parce que les choses se passent devant. Pour terminer, est-ce que vous envisagez de promouvoir davantage l'intelligence artificielle dans ce que vous êtes en train de faire actuellement? Nécessairement, parce que nous sommes dans un monde où tout est interconnecté. Quand on parle de commerce international, vous avez les compagnies maritimes, les navires, vous avez les banques qui sont dans le processus. Et tous ces acteurs-là, aujourd'hui, sont impactés et seront impactés lourdement par l'intelligence artificielle. Nous ne pouvons pas donc ignorer cela et nous devons absolument non seulement être à la fois en termes de recherche assez avant-gardiste, mais aussi essayer de faire en sorte d'entraîner tout l'écosystème vers ces anticipations pour ne pas avoir de surprise. Vous êtes combien à gagner 2000? 130 aujourd'hui. Pour 20 ans? Pour 20 ans. Nous étions 3 au départ. Ibrahima Noureddine Diagne, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous allons parler de quelque chose que vous connaissez sans doute, le NEP, chez les Lébous. Très bien. Une pratique culturelle importante chez justement ces peuples de la capitale sénégalaise. Cérémonie d'exorcisme à Bargny, à but thérapeutique, qui permet de soigner justement des personnes possédées par des esprits maléfiques. Ce rituel est parfois organisé pour implorer les génies protecteurs pour avoir la paix et la prospérité. Nous allons voir tout ça dans la rubrique Culture de ce soir. Nous nous intéressons à ces séances qui ne sont pas ouvertes à tous. Un reportage de Oumou Kalsoumsa.
Ce sera ainsi pendant toute la procession vers la mer. Face à l'océan, tout un rituel, un bœuf, des fruits, du lait caillé, des sacrifices destinés aux esprits protecteurs de la mer, appelés Rabu Géej en wolof. Ce bœuf est un sacrifice pour tous les habitants de Bargny. Après l'avoir égorgé, on va utiliser le sang en plus d'autres éléments pour implorer la paix et la quiétude pour tous. De retour, le cérémonial va se poursuivre toute la journée. Des incantations pour solliciter protection auprès de tous les génies. Le temps, de génération à génération, les secrets sont transmis. Aux yeux de certains, le ndeup peut paraître bizarre, contraire même à la pratique religieuse. Mais chez les Lébou, il reste un rituel majeur. Sport, football, à quelques heures de la rencontre Sénégal-RDC, les Lions ont effectué leur dernière séance d'entraînement cet après-midi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les joueurs se sont donc entraînés avec en filigrane une bonne conscience sur l'enjeu du match. Ils promettent de tout faire pour gagner la rencontre face à la RDC. Et surtout François Sec. Une séance d'entraînement de veille de match pour peaufiner sa stratégie face à la RD Congo. Loin des yeux indiscrets, 15 minutes sont ouverts à la presse. Le coach national a programmé une séance légère avec échauffement, exercice de justesse technique, conscient que ce match ne sera pas facile. Pour la RDC, ils viennent de sortir d'une défaite, en tout cas de cette compétition-là, même s'ils ont fait effectivement une très 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 belle CAN. Nous savons que pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, il faut gagner chez nous. Voilà, donc un match difficile. Composer une équipe, ça sera
On a aussi des joueurs aujourd'hui, pour pallier en tout cas à l'absence de Sadio Mané sur ces deux rencontres-là. Effectivement, ça donnerait l'attitude, la possibilité à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, de se montrer, de jouer avec confiance, de montrer aussi qu'ils méritent de jouer dans cette équipe-là pour aider l'équipe. Donc il va faire une belle alchimie pour pouvoir jouer ce match devant le public sénégalais pour que quand même on puisse gagner ce match et conserver la première place du groupe B. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres joueurs qui, à cause de la longueur des voyages, ont eu quelques petits bobos, mais il nous a assuré, Aliou Cissé, qu'il a pu récupérer Pape Gueye. Pour Nampalis, il nous a dit que c'est pas très sûr, mais qu'on l'aura certainement pour le match contre la Mauritanie. Pour le reste, ils se sont tous entraînés, à l'exception de Sadio Mané, et ils ont tous montré, devant un capitaine également, qui a assuré aux journalistes présents à la conférence de presse qu'ils feront tout pour faire plaisir à ce public sénégalais. C'est François Seck, merci. Sénégal, RDC, c'est donc demain, dans l'après-midi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Justement, les Léopards se sont entraînés aujourd'hui en conférence de presse d'avant-match. Le coach déclare respecter l'adversaire, mais ces joueurs restent concentrés. Nous l'écoutons. Ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin de du 10e match. C'est pas être demain premier, même si c'est toujours bien. Mais en tout cas, nous, on aborde chaque match pour essayer de les gagner, pour être ambition dans le jeu. Ça sera le cas de demain. On sait qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique.
17e au classement FIFA pour rien et 2e équipe d'Afrique. C'est des équipes qu'on respecte beaucoup. Nous, on pense qu'on a nos qualités aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression. Donc, pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. Nous, ce qui nous importe demain, c'est de faire un bon match. Un bon match en ayant un dépassement de soi qui va être nécessaire parce qu'on joue une très belle équipe. On a nos qualités, on sait qu'on a des bons joueurs qui évoluent dans des bons clubs comme le Sénégal. Maintenant, voilà, la vérité, elle sera demain avec ou sans Mané. Voilà, c'est vrai qu'à Ganda, je me rappelle, il avait accéléré 1 ou 2 fois, ça nous avait fait mal. C'est pas un des meilleurs joueurs du monde pour rien, mais après le Sénégal a tellement de très bons joueurs qu'il faut rester vigilant, même avec l'absence de Sadio. Sénégal RDC, c'est donc demain à 19h au stade Abdoulaye de Diamniadio à suivre sur la télévision sénégalaise. Mesdames et messieurs, vous l'aurez constaté, actualité très dense ce mercredi. Merci encore une fois de suivre le journal tous les jours sur la télévision sénégalaise.